Je pense qu'aujourd'hui, on n'accepte pas encore vraiment des femmes avec une forte ambition financière. Prendre soin de ses finances personnelles, c'est prendre soin de soi. Le problème, c'est régler son problème de relation au risque, c'est se sentir légitime à aller sur le sujet. Le fait de prendre en main mes finances personnelles, ça m'a fait gagner confiance en moi. Pendant très longtemps, je m'étais un peu auto-convaincue que c'était génial, j'avais jamais échoué. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Hélène Guerby, qui est la cofondatrice de Femka, qui va nous parler de féminisme, d'investissement, d'argent et de comment l'argent peut défoncer le patriarcat. Alors, on fait volontairement une petite phrase putaclic pour démarrer cet épisode, mais vous verrez que c'est bien plus profond que ça et que derrière, il y a un sujet qu'il était temps d'aborder dans ce podcast dont on n'a pas encore assez parlé et j'espère qu'on pourra en parler beaucoup plus grâce à Hélène. Hélène, comment tu vas? Super, écoute, ravie d'être là, Jérémy. Bah écoute, plaisir partagé. J'ai tout de suite tapé dans les clichés pour faire l'introduction, comme ça au moins tu vois, après on est tranquille, on l'a dit, on a dit les gros mots, tu vois, on a dit argent, féminisme, patriarcat, puis comme ça on peut passer à toute la profondeur du sujet et on va pouvoir s'amuser un peu à parler de tout ça. Oui, la totale là. Ouais, non, mais c'est comme ça, j'ai le tiercé dans l'ordre. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler de toi, nous expliquer Femka, ce que c'est, et nous parler un peu de tout ce que ça défend et de tout ce que ça vient créer dans le monde de positif. Puis comme ça, après, on pourra embrayer sur la suite. Oui, donc moi je suis entrepreneur, donc j'ai cofondé, Femka il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, sur la base d'un constat personnel. Peut-être qu'on aura, je pense, l'occasion un petit peu plus de creuser, sur tout ça, mais aujourd'hui, Femka, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'éducation financière, qui s'adresse, donc aux femmes. On va à la fois parler de finances personnelles au sens large, mais aussi, d'investissement et le cœur de notre mission, c'est de démocratiser les sujets d'investissement pour les rendre davantage accessibles. Parce que, le problème aujourd'hui qu'on cible, hein, c'est ce qu'on appelle, le gender investing gap. Il y a pas encore de Mmh. traduction en français, ce qui montre bien aussi à quel point, ça reste un Mmh. sujet impensé, qui est finalement l'inégalité d'accès à l'investissement entre les femmes et les hommes. Mmh. Ok. Comment est-ce que c'est né Femka? C'était quoi le constat initial et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de créer ça? Alors en fait, moi j'ai commencé à investir assez tôt. J'ai commencé à investir quand j'ai commencé à travailler, on va dire à peu près. Hem, D'abord un peu par on va dire un peu un goût du challenge. En fait, je voyais des amis, donc des hommes, hein, investir, et moi je me disais: «Mais en fait c'est fou parce que, moi j'y vais pas, je gagne à peu près la même rémunération qu'eux, hein, et en fait eux, ils ont cette logique, enfin ce réflexe de se dire: "Allez je vais faire, travailler mon argent"». Et en Mmh. fait, moi, il y a un moment, je me suis dit: «C'est quand même fou, que moi je passe à côté de ça». Donc ça, c'est une réflexion que j'ai eue un petit peu, on va dire au début de ma vie professionnelle, et puis bon après je me suis formée, j'ai commencé à investir, mais un petit peu toute seule de mon côté parce que c'était un sujet dont on parlait, très peu entre femmes. Et puis j'ai rejoint, on va dire beaucoup de réseaux de femmes, à un moment de ma carrière où je me posais aussi des questions, d'évolution professionnelle, et j'ai Mmh. fait ce constat que finalement ce sujet financier, il était vraiment absent, mais de toutes les conversations. On parlait un petit peu, des négociations salariales, mais absolument jamais, de d'investissement. Et en regardant globalement ce qui se faisait à l'étranger, j'ai vraiment pris conscience que finalement en France, il y avait vraiment entre guillemets «un trou dans la raquette», enfin il manquait vraiment un Ouais. espace. Tu vois? Ça a d'abord commencé avec cette approche de se dire tout simplement un lieu où on peut parler de ces sujets, où on peut ouvrir la conversation. Parce que le constat que j'avais fait finalement, c'était de voir qu'autour de moi, que ce soit, mon mec, que ce soit des amis, bah, ils avaient cette, on va dire, ce côté naturel à ouvrir la conversation, à avoir des groupes de discussion sur l'investissement et cetera, chose que moi j'avais pas du tout avec mes amis. Mmh. Donc voilà, je pense comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, ça a d'abord été un constat personnel, et puis ensuite bien sûr, j'ai commencé un peu à tester l'idée, tout simplement au début j'ai lancé un compte Instagram, et là je me suis rendu compte que j'avais quand même déjà beaucoup de messages, voilà qu'il y avait un intérêt, sur le sujet. Mmh. Ok. C'est vrai que quand j'observe autour de moi, et on le disait en off, j'ai très peu de femmes entrepreneurs. J'ai encore moins de femmes qui investissent. Mmh. Et j'ai l'impression que le sujet fait peur. Et c'est sûrement lié à l'éducation, hein. Je vois pas d'autres explications tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes, dès le plus jeune âge, on leur explique que bon, bah, ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent, ils vont investir, ils vont faire plus d'argent, etc. C'est logique, en fait, c'est presque le chemin normal. Si tu le fais pas, c'est aucun problème. Alors que les femmes, on leur en parle pas parce que, ben, dans l'inconscient collectif, l'argent, c'est des affaires d'hommes, tu vois. Et moi, je le vois de plus en plus parce qu'en fait, avec ma femme, on parle ouvertement d'argent, on parle ouvertement d'investissement,
on fait des choses chacun de notre côté et on s'en parle, on essaie de faire des choses ensemble aussi, Mmh. mais c'est pas un sujet évident. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui, notamment sur l'investissement en bourse, c'est ma femme qui m'explique des trucs. Je, je suis un peu une quiche là-dessus, même Mmh. si j'apprends, hein, mais c'est vrai qu'il y en a trop peu, et c'est lié à l'éducation. Je vois pas d'autres trucs. Peut-être que toi, tu as une autre vision des choses d'ailleurs. Non, 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 mais enfin, c'est juste, hein, c'est d'abord une question d'éducation. Il y a, notamment, Titu Lecoq qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, enfin, qui a sorti un livre sur le couple et l'argent et qui en parle. Mmh. Hem, ça commence avec, le fait est que chez les femmes, on va être plus sur, une assimilation entre guillemets de «féminité» et «don», donc vraiment la Mmh. féminité construite sur le don. Quand on va beaucoup plus apprendre aux petits garçons très tôt à, être intéressés économiquement. Donc ça, c'est vraiment un Mmh. peu la base et puis ensuite à ça, tu vas avoir d'autres choses qui vont venir, entre guillemets «s'entrelacer», parce que, sur la dimension d'éducation, tu as par exemple la question d'éducation au risque et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, bah, tu dois le voir aussi, hein, le point commun, entre l'entrepreneuriat et l'investissement, c'est qu'il y a cette vision de quelque chose de en tout cas, que c'est traité médiatiquement comme quelque chose de très risqué. Mmh. Et donc du coup, il y a une association, entreprendre, investir égale risque et comme, on apprend parce que le risque au fond, ça s'apprend à prendre des risques et en fait, on apprend plutôt aux petites filles à faire attention, à, entre guillemets, «rester un peu dans un cocon» et je le dis aussi parce que, enfin, personnellement, c'est comme ça que j'ai été éduquée, tu vois? Moi, c'était le côté, «Attention ma fille», enfin, tu vois? Et vraiment ce truc-là où on m'a jamais incité à tenter enfin, à tenter des choses, même dans les sports, tu vois? Ça commence dès les Mmh. sports où chez les petits garçons, tu vas avoir des sports, quand même beaucoup plus à risque, dit à risque Ouais. et donc en fait, mine de rien, au fil du temps, au fil, d'une construction, individuelle, bah, en fait, si tu oses prendre des risques, puis un risque, puis un autre risque, bah, finalement, le jour où tu es face à des questions d'oser monter une boîte ou oser commencer à investir, la notion de risque, tu es quand même beaucoup plus accoutumé Mmh. et donc oui, oui, complètement le terreau, il y a plein de raisons, hein, aux inégalités d'accès à l'investissement, mais un des terreaux, c'est clairement la question d'éducation. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a aussi un manque de modèles féminins de réussite, financière, hein, j'entends. Après le reste, derrière réussite, on pourra mettre plein de choses, mais là, on est là pour parler d'argent quand même. C'est-à-dire que, nous, on a en face de nous, tu vois, on a des Warren Buffett, des choses comme ça et cetera, tu vois? Et si je dois penser à, une femme, très, très riche qui a eu un grand succès financier, je vais penser à des héritières, Mmh, tu vois? Qui ont mmh, hérité de fortune et qui juste les managent gentiment. Je vais facilement penser à des femmes à la tête de grandes fondations philanthropiques, mmh. mais des femmes investisseuses, tu vois? Avec tout le cliché, qu'il soit positif ou négatif qu'on voit derrière, bah, en fait, spontanément, j'en ai pas. Heu, Tu commences aujourd'hui à en voir grâce à YouTube. Heureusement d'ailleurs, je regardais il y a pas longtemps sur, Diary of a CEO, une femme Mmh. dont j'ai oublié le nom, sur un Shark Tank, enfin, elle avait l'air très, très, très solide. On voit de plus en plus de femmes aux États-Unis, en France, ça commence à arriver, qui abordent le business d'un point de vue beaucoup plus yin, hein, mais qui arrivent à monter de sacrés empires. On voit Sarah Blakely, je sais plus là, celle qui a Oui, inventé Spanx, oui, qui a fait un truc OK. absolument colossal. Oprah commence à être un modèle, etc. Tu vois, on voit des femmes entrepreneurs qui se mettent en avant médiatiquement et qui peuvent commencer à devenir des modèles. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà ça en fait, en dehors même de l'éducation en fait. À qui tu t'identifies en tant que femme quand tu veux vraiment genre le succès financier, entrepreneurial, investisseur, etc. Ah mais complètement, enfin, je te rejoins à 100. Ça c'est tu vois, ça me fait rire ce que tu me dis, sur, le fait de te dire quand tu penses à des femmes, qui ont réussi, financièrement et cetera, bah, finalement, il y a rien qui vient et j'avais fait le Mmh. test en fait avec des amis. Je leur avais demandé, bah: «Est-ce que vous pouvez me citer, des investisseurs, qui vous inspirent, aux investisseurs connus?» Bon là, il y a plein de noms, bon bien sûr toujours en tête un peu les mêmes, Warren Ouais. Buffett et cetera que tu citais. Et quand tu demandes des investisseuses, bah, la personne n'est capable de citer que qui que ce soit. Donc il y a un gros, gros, gros sujet sur la représentation parce que Mmh. forcément tu te construis, Bah sur oui. la base de ces images-là. Donc oui, je te rejoins, les choses sont en train de changer. Tu vois? Même par exemple, c'est Serena Williams que je crois qui a lancé aussi un fonds, enfin en effet, ça bouge d'abord du côté États-Unis, mais c'est en train de changer aussi en France. Il y a de plus en plus de portraits de femmes business angels aussi, de Mmh. plus en plus de femmes business angels qui prennent la parole aussi pour, bah, montrer qu'en fait, il y a pas non plus besoin d'être forcément, enfin, bien sûr qu'il y a un certain niveau de revenu, mais que c'est plus accessible que ce qu'on pense parce que ça, c'est souvent une vision qu'on a aussi
qu'ont Mmh. beaucoup de femmes, hein, sur l'inaccessibilité finalement de l'investissement. Donc ça c'est un sujet qui est fondamental et en fait, le problème de ça, enfin, je pense que pendant très longtemps, beaucoup de femmes, bon déjà, il y a une réalité, hein, c'est qu'il y a moins de réussite économique quand même de femmes, hein, parce que, Mmh. pour plein de raisons. Hem mais il y a aussi une question de, réussir à le montrer en se sentant légitime parce qu'en fait, comme il y a encore une construction dans notre société, assez négative, hein, une association assez négative des femmes qui parlent d'argent, c'est comme si, on va dire, vu comme un attribut de pouvoir et que enfin, c'est très construit autour, d'une vision autant un homme, il y a une notion, qui paraît évidente à beaucoup, autant, Mmh. beaucoup de femmes sont associées, tu sais, c'est un peu cette idée de menthe religieuse, de enfin, voilà, Mmh. tous les qualificatifs aussi sympas et donc comme, tu pas très bien vu quand on parle, bah, c'est vrai qu'il faut un niveau de courage finalement pour oser le dire, qui est pas évident. Enfin l'ambition je pense qu'aujourd'hui, on n'accepte pas encore vraiment des femmes avec une forte ambition financière. Mmh, bien sûr, je suis tout à fait Mmh. d'accord. Et en écoutant ce que tu disais, tu vois, je pense à dans mon enfance, autour de ma famille, il y avait, notamment une femme qui avait beaucoup de succès professionnel, tu vois? Et les discussions qui se disaient un peu en messe basse, alors pas forcément mes parents parce que j'avais de la chance de ce côté-là, mais autour, tu vois, on entendait quand même, «Ah ouais, elle a fait vraiment une belle carrière, mais bon, tu as vu l'état de sa famille?» Mais enfin, les hommes qui ont fait une belle carrière, ils ont fait la même chose, pourquoi on leur dit pas? Et comme si parce que c'était la femme et qu'elle avait eu du succès professionnel, Mmh. bah, c'était sa faute si sa famille était un peu, et encore éclatée sur une perception extérieure, tu vois? Ça se trouve en interne, ils vont très bien, ils sont tous très contents, on n'en sait rien. Et cette même personne, je l'ai vue une fois sur une scène devant, un parterre d'hommes de 75 ans, et l'intervieweur lui dit, «Alors la carrière que vous avez fait en étant mère, c'était pas trop dur?» Et bon, elle l'a insulté, et elle l'a remis à sa place, mais tu vois qu'il y a encore tellement de choses à changer. Et je pense que Mmh. même moi, tu vois, à mon niveau, je dois, sans m'en rendre compte, faire un nombre de raccourcis, d'erreurs et de choses que j'impose aux gens autour de moi sans le vouloir, tu vois? Mmh. Mais parce que juste, ben, l'éducation, il faut tout déconstruire, en fait. Et putain, ça prend du temps et c'est pas simple. Et c'est pour ça, c'est hyper important ce que tu fais, en fait. Bah, merci. Non, mais je te rejoins. En fait, c'est la question, au fond, c'est la question des biais, tu vois? La Mmh. les biais, genrés, mais il y en a plein, hein, de types de biais. Et en fait, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que justement les biais, la particularité, c'est que généralement, on s'en rend pas compte. Enfin, voilà. Mmh. Et il y a d'ailleurs, il y a un test en ligne que j'avais trouvé assez, marrant. Je crois que c'est Harvard qui l'avait développé, où tu peux tester à quel point tu es biaisé. Et en fait, tu vois, c'est fou, moi j'ai fait le test, hein, et je suis biaisée. Moi, j'ai des biais de genre, hein, donc Mmh. même en étant, imbibée de ce sujet, tous les jours et enfin voilà et ça m'obsède, enfin c'est ma mission au quotidien et cetera. Moi-même je suis biaisée donc en fait, je suis pas tellement surprise. Il y a cette campagne, je sais pas si tu avais suivi, de Sista, où ils s'étaient amusés à poser des questions à des hommes relativement connus, qui étaient un peu les mêmes questions qu'on posait d'habitude, à des femmes entrepreneurs. Mmh. Voilà et c'est vraiment hilarant, enfin hilarant quand tu le vois à premier degré. Après bien sûr, ça fait énormément réfléchir, mais moi, je crois beaucoup à l'humour aussi pour, faire, bouger quand même les lignes et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est de voir la réaction, comment, ils se décomposent quand on leur demande, par exemple, tu vois: «Bah, comment vous enfin, c'est pas trop dur de prendre ce poste-là, quand on a des enfants?» Enfin, c'est exactement ce type-là de questions. «C'est quoi votre morning routine?» Enfin, ce genre de trucs et tu les vois, là, en train de se dire: «Mais c'est» enfin, il y en a un qui dit: «Mais c'est qu'est-ce que c'est? Je comprends pas cette question» C'est une et caméra cachée, exactement et donc tu vois, c'est le DG de L'Oréal, Mazella, enfin c'est vraiment, des gens qui ont l'habitude pourtant de l'exercice médiatique, hein, mais qui mmh. vraiment, en fait, tu te rends compte qu'on n'adresse pas, enfin on ne donne pas les mêmes catégories de questions, finalement aux femmes et aux hommes et on leur pose pas les questions de la même manière et comme tu le disais très bien tout à l'heure, sur les enfants, il y a toujours ce truc de, tu vois, ce discours un peu latent de, on peut tout avoir, enfin, dans la veine du woman empowerment, il y avait un peu ce Mmh. truc avec Sheryl Sandberg de dire, «We can have it all» et cetera. Mais en fait, c'est un truc qui est un peu dangereux aussi avec ça. C'est au fond de dire, bah, en fait, pourquoi nous, ça devrait être à ce point, être finalement autant partout, être parfaite dans tout et cetera. Enfin, c'est un peu Mmh. ça l'idée qu'on te renvoie. Finalement, c'est exactement ce que tu disais, on demande jamais à un homme: «Mais comment vous avez fait pour gérer votre carrière?» Enfin et des enfants. Et je pense que le jour où on arrêtera de poser ce genre de questions aux femmes ou qu'on le posera aussi aux hommes, bah, on aura bien avancé, ouais.
Complètement. Mmh. J'ai une impression aussi, et alors c'est peut-être un biais en plus algorithmique, etc. Donc si j'ai une grosse connerie, n'hésite pas à me corriger, j'en dirai sur mon plein, et moi je suis très content qu'on me corrige, hein. J'ai l'impression que sous couvert de féminisme et d'empowerment féminin, on a créé presque une injonction à tout vouloir et à devoir tout vouloir et tout avoir du côté des femmes. Mmh. Alors que moi, de mon côté, l'impression que j'ai, c'est que le cœur du sujet, c'est pas qu'elles devraient tout avoir, c'est qu'elles devraient pouvoir le faire si elles en ont envie. Et que foncièrement, un homme qui veut pas de famille, personne l'emmerde. Un homme qui veut pas faire carrière, personne qui l'emmerde. Un homme, il choisit ses domaines de vie qui l'intéressent ou qui l'intéressent pas. Et là maintenant, sous couvert de les femmes, faut leur rendre leur puissance, elles doivent tout vouloir, tout avoir, être parfaites partout. Et ça crée des injonctions dans lesquelles, entre guillemets, Madame Tout le Monde peut pas se reconnaître. Ah mais je trouve ton point de vue hyper intéressant. Je trouve que c'est très juste, hein. C'est très juste. On arrive à un point, enfin, tu vois, on parle de plus en plus de charge mentale et cetera, mais en fait, on arrive en effet à un point où, pour être une entre guillemets, enfin, en tout cas, tu vois, moi, je te traduis un peu la vision que j'ai aujourd'hui, qui est peut-être une vision personnelle, mais telle que je le ressens dans les médias, dans ce que je vais avoir recevoir comme type de contenu. Si je veux être une femme épanouie, au sens, aussi, réussite, individuelle et cetera, bah, il faudrait en effet que je réussisse ma boîte, que, je sois, entre guillemets, que j'ai une famille, mais que tu prennes aussi soin de ton corps, que tu aies une activité artistique, que tu enfin, tu rentres dans un truc bon maintenant c'est vrai, enfin ouais, tu rentres dans un truc qui devient assez, ouais, extrêmement, rempli d'injonctions. Je te rejoins à 100. Mmh. Et en fait, c'est la complexité de où tu mets le curseur en fait, et je pense que, tu vois, c'est une conversation aussi qui est intéressante sur ce sujet du woman empowerment, tu vois? Parfois, moi je pense qu'une des limites, hein, c'est ce côté finalement, à responsabiliser les femmes aussi Mmh. de dire voilà, en fait, il faut par exemple, moi je prends le sujet de la négociation salariale parce qu'on parle d'argent. Tu vois, on voit fleurir plein de formations sur comment négocier son salaire. C'est très bien, je pense que c'est un des leviers du sujet. Mais c'est oublier qu'il y a une dimension aussi beaucoup plus systémique du problème, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu apprends à devenir une brute de la négociation que tu vas régler, enfin que tu auras une égalité salariale. Parce qu'en fait derrière, il y a une inégalité qui vient du système, qui vient des entreprises, qui vient de la société, la manière dont on perçoit les femmes qui vont négocier un salaire. Donc en fait, le discours woman empowerment de dire, «Vous pouvez tout avoir, entre guillemets, c'est à vous, enfin c'est votre responsabilité», il faut faire attention quand même parce que je pense Mmh. qu'il est important, mais il faut pas oublier le contexte et c'est pour ça, tu vois, nous, même sur les sujets d'investissement, moi je le dis toujours, enfin, il faut pas généralement en début de formation avec nos apprenantes, je leur dis, «C'est normal en fait que vous vous sentiez pas forcément légitime à aller sur ce sujet. C'est normal que vous ayez eu des freins parce qu'en fait tout dans la société vous pousse à penser ça. Mmh. C'est pas que vous. En fait, c'est pas il faut pas s'auto-flageller, c'est pas que votre faute si vous n'avez encore pas investi en fait. Mmh. Ouais, enfin, je pense qu'on a des visions assez proches là-dessus. Mmh. Mmh. Et en plus de ça, on parlait avant de ça manque de modèles. Donc, déjà, il y a pas de modèle. Ensuite, il y a les injonctions de tous les militants qui foncièrement veulent bien faire parce qu'ils veulent redresser une injustice, mais des fois, ça crée aussi un effet opposé, etc., que nous, en tant qu'hommes, on vit pas. Et je repense à un autre truc, c'est que derrière, le peu de modèles féminins de réussite en termes d'investissement ou de carrière ou d'entrepreneuriat, peu importe, hein, Mmh. on a des énergies quand même très masculines. Mmh. Et j'ai l'impression que sous couvert médiatique de on a fait un progrès, regardez, il y a des femmes qui réussissent, on les met en avant dans les médias, etc. Ouais, mais pourquoi c'est à chaque fois des femmes avec des dominantes ultra masculines et entre guillemets, ok, c'est une femme, mais elle a l'énergie de tous les autres mecs que vous mettiez médiatiquement juste avant ça. Et il y a de nouveau 80% de la population qui peut toujours pas se reconnaître, quoi. Mmh. Parce que Ouais. on te met des femmes entrepreneurs et qui arrivent et c'est des bulldozers au même titre que ce qu'on considère comme admis chez les hommes qui réussissent. Et ouais, mais est-ce qu'on pourrait nous montrer une femme qui a réussi comme elle le voulait, tu vois, sans devoir en fait coller à l'énergie ambiante, tu vois. Mmh. Ouais, moi je trouve ce sujet hyper intéressant parce qu'en fait, au fond, la question que ça pose, c'est la question de notre définition du leadership, tu vois? Enfin, Mmh. aussi. En fait, quand tu regardes, même les entreprises, hein, la manière dont c'est structuré, la manière dont c'est pensé, ce sont énormément de codes, masculins, enfin masculins Mmh. au sens, plutôt dans l'aspect, on va dire, virilité. Donc, il va Ouais. falloir,
prendre de la place, enfin, qui en soi n'est pas, enfin, c'est juste que ça a été construit comme ça et Mmh. donc avec le fait est de, ne pas montrer ses émotions et cetera. Même si, encore une fois, tu vois, bien sûr, heureusement, enfin, c'est pas du tout, enfin, les hommes, ont des émotions et cetera, mais la construction qu'on a faite, c'est vraiment ça le Mmh. sujet et donc aujourd'hui, moi, je pense que le problème, c'est qu'on n'a toujours pas construit une vision d'un leadership plus inclusif, en quelque sorte, tu vois, plus Mmh. nuancé, qui soit pas un leadership basé sur ces codes-là, basé sur cette vision-là. Et tu vois, dans le monde de l'investissement, c'est le même sujet. Au Ouais. final, quand tu regardes, j'avais lu un article que j'avais trouvé hyper intéressant parce que quand tu regardes, par exemple, le monde notamment le monde des marchés financiers, même rien que dans le langage, pour montrer à quel point c'est culturellement ancré, on va parler de battre le marché, donc tu es dans le champ lexical, de la Mmh. guerre. On va parler de construire un portefeuille, tu es sur le champ lexical du bâtiment, de la Mmh. construction. Et du coup, tu vois, ça, je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'on pourrait en voir d'autres, hein, de points, comme ça et montrer comment culturellement c'est ancré, culturellement c'est construit et donc il y a un sujet à, demain penser et au-delà là de l'investissement et penser à un leadership qui soit plus inclusif, où on puisse se reconnaître avec, des approches différentes, tu vois? Moi, je parle beaucoup, de sujets, liés aux émotions, sur LinkedIn et cetera. Même justement, tu vois, j'approche beaucoup, mon aventure entrepreneuriale du point de vue, de l'émotion, montrer que c'est une aventure émotionnelle aussi et je me rends compte que, bah, finalement, il y a tellement peu d'entrepreneurs qui prennent la parole pour parler de leurs émotions. Enfin, ça commence un peu, parce que c'est considéré, enfin, tu vois, cette vision, c'est un entrepreneur, il faut être costaud, il faut être solide, il faut bosser beaucoup, faut pas avoir peur du risque, faut, enfin, voilà et donc il y a un enjeu vraiment à créer d'autres images, Mmh. que celle-ci parce qu'on peut pas tous se retrouver là-dedans et même pour les personnes qui s'identifient là-dedans, c'est un piège, en fait, parce qu'en fait, on a tous et toutes des émotions. Enfin, tous les entrepreneurs, je parle des entrepreneurs parce qu'aujourd'hui c'est mon univers, mais à un moment, on a tous des moments où on craque, des moments où on n'en peut plus, des moments où émotionnellement c'est dur. Donc, Mmh. j'ai un peu dévié du sujet, mais Non, non, mais c'est hyper ouais. intéressant et parce qu'en fait, derrière, tout ça, en fait, il y a toutes nos constructions sociales, en fait, Mmh, toutes nos constructions, sociales, patriarcales et cetera, qui fait que, ben, les hommes, c'est des bourrins et vu que, ils ont créé des métiers et un environnement financier pour les bourrins, bah, en fait, les femmes, elles doivent pas y aller. En gros, c'est un peu le truc, c'est un peu le non-dit, hein, quelque part, hein, et donc en fait, les seules femmes qui s'y «aventurent» entre guillemets, tu vois, elles se disent: «Donc faut que je sois un bourrin aussi, quoi». ouais, Et c'est ce qu'on observe malheureusement, quoi. Enfin, c'est triste, mais ouais, ouais. c'est en train de changer, je trouve quand même. C'est en Oui, train oui. de s'améliorer. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on va plus vers une adoption de ces codes-là plutôt que le fait Ouais, de challenger ces ouais, codes. Enfin, exactement, ouais. voilà et donc c'est un peu dommage, enfin, c'est finalement de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on devrait changer? Tu vois? Même sur le monde du travail en général, il y avait une autrice qui avait écrit sur, ce mouvement, tu vois? Le nombre de femmes qui quittent le monde du travail, vers, 40 ans. Je crois que ça Mmh s'appelle mh. «Merci mais non merci» parce que justement, en fait, elles se sentaient pas Mmh. à l'aise dans ce monde-là du travail qui a été, bah, mine de rien pensé par des hommes pour des hommes, hein. C'est encore le cas. Parfois quand je dis ça, on me dit: «Ah ouais, mais à t'écouter, toi tout est pensé par les hommes pour les hommes». Mais, il y a quand même une réalité et tu vois, même quand tu vas dans le monde de la dans le monde de la tech, il y a énormément de femmes qui s'en vont aussi, même, celles qui avaient Mmh. réussi à avoir des postes, des responsabilités, notamment après, les premières grossesses et cetera, parce que ça devient des univers qui sont plus du tout assez, woman friendly en quelque sorte. Ouais, complètement, ouais. Donc, ouais. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Est-ce que, tu peux nous parler un peu plus de, ce que vous faites avec vos clients chez FMK? Dans quel état d'esprit elles viennent vers vous? Sur quoi vous allez travailler ensemble? Et un peu nous donner peut-être des anecdotes de choses que tu as observées et où les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent pourraient s'identifier un petit peu à ça? Mmh. Alors nous, on a nos clientes aujourd'hui, on a une grande diversité de profils, hein, mais on a quand même beaucoup d'indépendantes, Mmh mh. d'entrepreneurs parce que je pense, qu'il y a quand même un sujet sur la prise de conscience de l'importance de prendre ses finances personnelles en main, une prise de conscience accrue, Ouais. hein, quand même, chez ces personnes-là, notamment autour de, bah, toutes les questions de préparation de la retraite, et cetera. Donc, nous, on a des personnes qui viennent nous voir avec généralement, il y a plusieurs, on va dire, comme on dit dans l'entrepreneuriat, pain points, hein, mais plusieurs gros sujets, plusieurs grandes problématiques.
généralement, une première problématique, c'est, bah, voilà, moi, j'ai jamais investi, je garde tout mon argent, entre guillemets, «sur mon compte courant», hein, parfois on voit ça, au mieux sur un livret. Mais en fait, je suis tétanisée parce que, je sais pas du tout quoi en faire. Enfin, je veux pas faire Mmh. d'erreur. Il y a vraiment cette peur de prendre des risques, de faire des erreurs, de perdre de l'argent et cetera, qui est légitime, hein. Donc il y a ça. Après, on a aussi des personnes qui sont un peu plus dans une approche de, bah, voilà, moi, j'ai envie de gagner en liberté. Donc c'est vraiment cette association qui, je trouve, commence à prendre de plus en plus, hein, entre argent et liberté avec le courant de la liberté financière. Oui. Ça, c'est un peu les on va dire les 2 grands schémas. Après, il y a plein de choses un peu plus, un peu plus précises, un peu différentes et tout. Et nous, en fait, chez FMK, on va travailler sur, on va dire, vraiment le volet éducation financière, hein, donc on fait absolument pas de conseils financiers. L'objectif, et j'aime bien dire, c'est que souvent elles viennent, tu vois, pour mieux comprendre le monde de l'investissement, mais en fait, nous on travaille aussi beaucoup sur une autre dimension. J'aime bien parler Mmh. des soft skills de l'investissement et des hard skills de l'investissement parce qu'en fait, parfois on se rend pas compte qu'investir c'est pas juste, mieux comprendre, je sais pas, comment fonctionne une assurance vie. Généralement le problème c'est pas ça. Le problème c'est, régler son problème de relation au risque, c'est se Mmh. sentir légitime à aller sur le sujet, c'est, accepter l'idée que, oui, ça peut être un sujet pour nous. Accepter, enfin se dire: «Bah oui, en fait, moi aussi je suis capable de» et en fait, ça, c'est vraiment tout un peu le premier pilier sur lequel on travaille et en fait, généralement, on va dire les déblocages, ils se font presque plus là, que sur la Mmh. partie, technique, qui est bien sûr un élément fondamental, hein, pour développer ses connaissances. Mais tu vois, nous, j'ai plein enfin, pour te raconter un peu des anecdotes, mais moi, j'ai plein de clientes à la fin qui me disent, «En fait, je mesurais pas à quel point, ce programme, enfin, à quel point le fait pas forcément notre programme, mais le fait de prendre en main mes finances personnelles, ça m'a fait gagner confiance en moi» et en Mmh. fait, le bénéfice et ça, je trouve ça hyper important, c'est vraiment un bénéfice, de développement personnel. Ça, nous, on a une approche très développement personnel financier, c'est un bénéfice plus global. Il y a même une étude, hein, de JP Morgan qui a été conduite, je crois, il y a 2 ans, qui montre vraiment qu'il y a un impact sur la confiance en soi du fait d'investir. Donc en fait, Mmh. ça c'est vraiment, pour les femmes. Alors pour les hommes, je sais pas, c'est vraiment une étude, qui concerne les femmes, mais je pense que c'est à Oui. peu près la même logique, hein. Et donc voilà et donc du coup, nous on va travailler comme je disais, à la fois, sur ces soft skills, donc à la fois sur le fait de se sentir légitime, tu vois? Aborder toutes les questions, enfin démystifier le risque, comprendre ce qui nous bloque et cetera et puis après très concrètement, l'idée c'est vraiment d'acquérir des connaissances pour, in fine, vraiment avoir un esprit critique. L'objectif c'est pas de devenir forcément une experte, hein, par exemple des marchés financiers, mais en revanche, c'est être en capacité à, te faire confiance dans tes choix et j'aime bien dire, tu vois, investir en conscience, gérer ses finances personnelles en conscience. C'est-à-dire en conscience, ça va être aussi bien parce que je comprends ce qu'on me propose, par exemple, quand je vais voir un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine, hem, ou tout simplement aussi parce que j'aligne mes finances personnelles avec mes projets de vie et nous, ça, c'est un gros, gros sujet. Je pense qu'on pourra en Mmh. reparler. C'est hyper intéressant. Moi, je retrouve la même chose du côté de ce qu'on fait chez nous, puisque Mmh. nous, on fait de l'accompagnement à développer son activité, donc de l'accompagnement à l'entrepreneuriat quelque part. Et finalement, toutes les personnes viennent chez nous pour apprendre des choses techniques, comment faire. Et en fait, 80% du travail, c'est sur leur état d'esprit, leurs Ouais. croyances, leurs blocages, etc. Tu vois. Et c'est marrant de voir que ce qui empêche des femmes de développer leur activité, parce que nous, on a 80% de femmes chez nous, à peu près en cliente, c'est la même chose que ce qui les empêche d'investir. Et Mmh. c'est rarement des compétences techniques. C'est peut-être 10% de techniques qui manquent, tu vois, et de connaissances métiers. Et c'est 90% de la société, les croyances et tout. Et en t'écoutant parler, je me suis rendu compte que je regarde les gens avec qui je parle d'immobilier autour de moi, par exemple, que ce soit des femmes ou des hommes. Euh, si les hommes, ils vont voir un bien, je sais pas moi, à 300 000, on dit ah, trop cher, m'en fous, je fais une offre à 200. Mmh. Tu vois, c'est le truc complètement aberrant. En plus, tu as 100 000 en dessous, un tiers, tu vois, enfin, c'est pas censé passer, tu vois. Mais l'homme, il se dit, je vais faire une offre à 200, ils vont m'envoyer chier, puis on va faire 220, puis on finira à 240 et je serai content, quoi. Mmh. J'ai jamais vu une femme raisonner comme ça. Non. Mmh. Et, euh, et pourtant, c'est pas un mauvais raisonnement. C'est juste que, en termes d'éducation, Mmh. nous, on nous apprend, tente, au pire, ça passe. Mais oui. Mais c'est exactement la même chose quand il s'agit de postuler un job. Ouais. Tu prends une fiche de poste standard, la femme, elle a 95% des compétences, elle se dit, je suis pas à la hauteur, j'y vais pas. Mmh. L'homme, il a 10%, il se dit, oh, ça va passer. Non Et mais c'est super triste. ouais,
Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais tu sais, je rigole, mais en fait, enfin, moi, je m'identifie totalement à ça, hein. C'est une quête, tu vois, quand, j'étais salariée, j'étais vraiment dans ce truc-là, de me dire, «Ah ouais, mais ce job», enfin, il suffisait qu'il y ait une ligne où je me dise: «Ah ouais, ça, c'est vrai que Mmh. moi, j'ai» et déjà, ça me décourageait. Enfin, c'est Mmh. déjà, je me disais: «Bon, je pense que je suis pas la bonne personne, je suis pas légitime». Alors qu'en fait, quand tu penses à ce sujet-là, je me dis: «Mais c'est absolument stupide», parce qu'en fait, si toi, tu postules, une offre dont où tu réponds à 100 des trucs, c'est-à-dire que c'est tout. Alors c'est bingo pour la boîte, hein, mais alors toi, quel est ton potentiel de développement? Enfin, Mmh. c'est ça la question, parce qu'eux, ils sont en train d'embaucher quelqu'un qui est déjà prêt, c'est magnifique. Mais sauf qu'en Mmh. fait, toi, bah, toi, ton potentiel de ta marge de progression, elle est extrêmement limitée. Ouais. Et personnellement, je me suis beaucoup fait avoir à postuler dans des trucs où je savais déjà faire le job. Et donc en fait, derrière, quelques mois après, j'étais là en train de me dire: «Mais punaise, en fait, j'apprends rien». Bah ouais, mais forcément. Donc voilà. Et tu vois, sur l'investissement, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai plein de clientes qui me disent: «Ah ouais, mais mon mec, il a investi, moi, j'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il fait, mais il a investi». Et en fait, non, mais c'est vraiment ça. Et tu vois, je Mais rigole de parce que ouf. mais je vois, là, j'ai des potes mecs qui investissent, mais qui font n'importe quoi, enfin, Ah globalement. ouais, ouais, Et ouais. voilà, n'importe quoi. Et qui, en plus, c'est trop drôle parce que, bah, tu vois, typiquement, dans l'investissement sur les marchés financiers, moi, j'en ai plein qui s'amusent à acheter des titres, en revente, enfin, tu vois, aller sur des titres vifs, alors qu'au fond, tu vois, moi, j'investis essentiellement en ETF. Et en Mmh. fait, je fais carré 45 fois moins de manip qu'eux, mais au fond, à la fin, moi, j'ai les meilleures perches, tu vois? Mais du coup, c'est marrant parce qu'il y a ce côté-là de se dire, c'est vrai que moi, je me serais jamais lancée, enfin, y avant de me lancer dans un truc, j'ai besoin de le maîtriser, ça, c'est Mmh. vraiment un gros problème. L'investissement, je me serais jamais lancée la fleur au fusil à me dire: «Vas-y, j'achète une action et cetera», alors que j'y comprends rien. Et sauf que dans les faits, comment t'apprends? Bah, t'apprends aussi en faisant. Ouais. Enfin, non, c'est Et en ça. faisant des et Enfin, en faisant des conneries. et en faisant des erreurs. Et en fait, tant que nous, on est dans ce truc, enfin, je schématise, mais à peine, hein, tant qu'on nous, on est dans ce truc de se dire, «Ah, il faut que je pas enfin, faut pas que je fasse d'erreur, faut que ce soit parfait». Enfin, vraiment, c'est ce truc de la bonne élève, hein, tu vois? C'est absolument, Mmh c'est mh. absolument terrible. En fait, tant que tu es dans la peur de l'échec, et tu vois, moi, la majorité, enfin, quasiment, je vais te dire, 28 ans de ma vie, j'ai été dans la peur de l'échec, hein. Donc forcément, tu es dans la peur de l'échec, en fait, tu vas tenter que les trucs où tu es sûr d'y arriver. Donc Ouais. ça réduit quand même, la marge de test, hein. Mais c'est aussi propagé par les hommes ça, tu vois? Parce que je repense à quelque chose, donc ma femme et moi, on investit en bourse, chacun séparément, tu vois? Mmh. C'est un truc, on échange des idées, des fois, souvent, on en discute et tout, d'autant qu'elle maîtrise beaucoup mieux l'analyse technique que moi, donc on en Mmh. parle des fois. Et je sais plus quand, elle regarde mon portefeuille, elle me dit: «Putain, mais tu pris 40 sur celle-là, tu m'avais dit de pas l'acheter». Mmh. Et je lui dis, je fais: «Ouais, mais moi j'ai fait un coup de poker qui représentait un faible pourcentage de mon portefeuille global. Je me suis dit: "Je tente, il y a quand même de grandes chances que ça plante"». Et en disant ça, je me rends compte que, parce que moi je prenais un risque un peu débile, mais qui pouvait payer, Mmh. quelque part inconsciemment, je me disais: «Non, je suis pas sûr, donc je lui fais pas acheter», tu vois? Mmh. Et en fait, en voulant la protéger du risque, alors qu'en fait c'est pas mon job, je l'ai privé d'une opportunité aussi, tu vois? Alors qu'en fait, j'aurais pu plutôt lui dire: «Écoute, moi je veux faire ça, je pense que c'est une connerie, mais je la tente. Voici le risque réel». Et elle aurait pu prendre sa Mmh. décision toute seule, tu vois? Et alors depuis, on a réaligné le truc. Elle m'a dit: «À chaque fois que tu fais un truc comme ça, dis-le moi. Au pire, je le fais pas, mais dis-le moi, je veux savoir, quoi». Et je pense que nous aussi, en tant qu'hommes, en fait, on propage ce truc, du coup, tu vois, de: «Non, t'inquiète, moi, je prends les risques, toi, fais les trucs safe». Mmh. C'est hyper intéressant, tu vois, ce que tu partages. Et en fait, ça me fait penser, bah, déjà, je trouve ça trop cool que vous ayez eu cette analyse et cetera, que vous en ayez parlé et tout, c'est trop bien. Je pense pas que tout le monde fasse ça, et ça, c'est vraiment top. Mais ça me fait penser, tu vois, à une conversation que j'avais eue, bah, justement avec des entrepreneurs, enfin des fondatrices de boîtes qui me disaient, donc elles étaient dans un club, bah, un club d'entrepreneurs où il y avait quand Mmh. même des opportunités qui, parce que forcément tu es un peu plus exposé, des opportunités de private equity et cetera. Elle me disait: «Mais en fait, c'est hyper frustrant parce qu'en fait, dans le club, tous les mecs, ils se les partagent, ils s'en parlent entre eux, mais en fait, chaque fois, enfin, ils nous en parlent pas à nous. Ou chaque fois qu'on arrive, Mmh. ils changent de sujet». Et elle me dit: «Beh, en fait, j'ai l'impression du coup, de pas être légitime, en fait, qu'ils considèrent que moi, j'y connais rien ou que ça m'intéresse pas». En fait, parfois, c'est plus ça. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je me suis retrouvée dans des soirées avec des amis où globalement, les mecs d'un côté parlaient d'invest et nous on parlait d'autres trucs, tu vois? Et en Mmh. fait, c'est un peu, alors je dis pas
attention, je dis pas que c'est les mecs, hein. Enfin, je dis pas que c'est le problème, c'est les hommes, Ouais, ouais, non, mais c'est qui, c'est un problème sociétal, je pense. C'est pas voilà, les hommes ou les femmes, c'est, non, voilà. Non, on est tous éduqués dans ce truc, quoi. voilà, non, non, c'est ça. Je pense que c'est pas, de dire, eux, ils ferment la conversation, ils veulent pas partager et cetera. Déjà, moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est que nous, entre femmes, on devrait plus le faire parce qu'on le fait pas non plus. Mmh. On partage pas entre nous. Donc ça, tu vois, c'est quand même un gros sujet et ensuite, je pense qu'en effet, comme tu dis, c'est aussi comme dans la société où, bah, on a un peu construit ce truc. Au final, c'est plus une supposition sur le fait est que ça les intéresse peut-être pas, tu vois? C'est pas, dans une volonté de se dire: «Ah bah non, on Ouais. partage pas nos bons tips», tu vois? Enfin, Mmh. mais du coup, ça crée ça. Ça crée vraiment, 2 conversations et puis le sentiment finalement que ça reste une chasse gardée, en fait, au fond. Mmh. Mmh, c'est intéressant. C'est Je pense que c'est surtout à travers beaucoup de discussions et de bienveillance que ça peut changer, tu vois? Moi, je le vois, c'est un sujet récurrent avec ma femme, Mmh. mais je me fais aussi gronder, souvent parce que j'ai des biais, absolument colossaux que je vois pas. Ou alors je fais des raccourcis de pensée, de déduction, de machin, de trucs et en fait, elle me recadre, quoi. Mmh. Et je la laisse me recadrer parce que, ben, je suis aussi là pour, nous faire progresser en tant que binôme. Mmh. Et souvent je trébuche, souvent je fais des conneries, souvent je dis des conneries et je pense que c'est en amenant un peu plus de bienveillance dans le dialogue, tu vois? Mais ça je le dis surtout pour les mecs, hein, en fait, c'est, autorisez-vous à vous faire un peu «défoncer» entre guillemets, quand vous faites une connerie et puis vous en voulez pas et puis en fait, ayez ce genre de conversation avec en face des personnes qui sont aussi intelligentes et qui vont pas juste vous défoncer gratuitement, mais vous expliquer. Mmh. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer sur les prochaines générations en tout cas, tu vois? Parce que moi personnellement, je pense que les vieux, genre 70 ans plus, heu, j'y crois pas trop qu'on va changer quoi que ce soit, hein. C'est Mmh. trop tard pour eux. Heu, c'est un vaste sujet, je sais pas par quel bout le prendre. Ouais. Et je vais juste te partager un truc, tu vois? Parce que je pense que ça peut t'intéresser et ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Mmh. Donc on a 80% de clientes féminines. On a énormément de mamans, voire de mamans solo avec plusieurs enfants et entrepreneurs, tu vois? Sujet pas facile. Mmh. Et en fait, on est beaucoup de mecs dans l'équipe. On est en train de changer ça. Pas si évident que ça de recruter des femmes. Et en fait, surtout, on s'est rendu compte. Et alors, le truc, l'éléphant au milieu de la pièce, tu vois, genre, personne n'avait du tout mis de la conscience dessus. En fait, on est plein de mecs de 30 ans sans gosse qui donnons Ouais. des conseils de productivité à des femmes de 45 ans avec 3 enfants. Mais il y a personne Ouais. qui à un moment s'est dit, les gars, il y a un problème. Oui, il y a un souci. Personne. Et au bout d'un moment, à force que des clientes nous le répètent, tu vois, au début, c'est une ou deux. Enfin, ah, c'est bon, hein. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, quand c'est 30-40, tu te dis, bordel. Et le truc était si évident Ouais. à analyser, mais personne ne l'avait dit. Mmh. Mmh. Et là, tu vois tout le travail qu'il y a encore à faire, quoi. Ouais, mais j'ai envie de dire, ce qui est vraiment cool, c'est que vous êtes quand même dans cette démarche-là, tu vois? Dans cette démarche Mmh. d'amélioration, d'autocritique et cetera et cetera. Parce que donc ça, c'est hyper important. Mais après, tu vois, sur ce que tu disais juste avant, je pense que enfin, ce qui est un peu compliqué, c'est que, le fait de reprendre quelqu'un, enfin voilà, enfin, parce que c'est un propos sexiste ou un propos plein de biais et cetera. En fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que, moi, j'entends beaucoup d'hommes dire: «Ah oui, on peut plus rien dire, et cetera et tout, enfin, de toute façon» non, mais tu vois? Et donc Pas tous les hommes. ouais, voilà. Non, non, heureusement, bien sûr et Non, donc non, ouais, non, non non, non, c'est ce qu'ils disent. C'est le même ah que, oui. tu sais, on avait vu le hashtag Not All Men Ah ouais, ouais, sur ouais, ouais. Instagram. Oui, exactement, exactement. Donc Mais donc ouais, il y moi a je l'ai dit aussi, hein. ouais, mais du coup, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est comment finalement tu transmets ça sans non plus, parce que comme je te dis, en fait, les biais, enfin, c'est pas l'apanage enfin, il y a pas que Ouais, les hommes qui sont biaisés, en fait. Enfin, ouais, bien il y a sûr. vraiment enfin, tu vois, moi, je le vois beaucoup, hein, sur LinkedIn, enfin, sur mes posts, j'ai eu certains posts un peu polémiques et cetera. Enfin, des critiques virulentes, des trucs, hyper vénères et cetera. C'est pas que des hommes, hein, alors que tu vois, Oui, parfois, oui, c'est sur oui, des oui. posts non, mais tu vois, j'ai fait un peu sur le coup de la virilité, donc où soi-disant, bon, j'attaquais les hommes, et cetera. Mais je t'inquiète pas que j'ai eu autant de femmes que d'hommes qui sont venus m'écrire en MP des trucs affreux. Donc, non, donc le sujet, c'est pas, enfin, moi j'aime toujours dire, hein, le féminisme, c'est pas un combat de femmes. Moi, je connais plein d'hommes féministes, fort heureusement, plein d'hommes qui sont plus féministes que certaines femmes. Donc c'est pas, enfin voilà, il y a pas, c'est pas ça le sujet. Et donc, je pense qu'il faut aussi enfin, moi, j'ai une position qui est assez, je trouve que pour toutes les personnes qui ont vraiment une volonté de s'améliorer, femmes comme hommes, sur ces sujets-là, enfin, moi, je fais très attention à pas casser, à pas, tu vois, à pas être dans le truc de Mmh mh. dire, «Ah non, mais là, tout ce que tu dis, c'est complètement bête, tout ce que tu dis» enfin, je pense qu'on n'est pas tous au même moment de notre réflexion, au même Ouais, puis ça niveau de marche notre pas en frontal.
Non, Il y a, déjà, il y ça a- marche pas. il y a jamais personne de l'histoire de l'humanité qui a changé d'avis parce qu'on l'a insulté. Exactement. Non, mais c'est vrai et tu vois, je pense qu'il y a un niveau on a tous des niveaux, des prises de conscience qui sont liées à nos histoires personnelles et cetera, qui Mhm. sur ces sujets-là, qui sont à des stades différents et ça, il faut l'accepter et donc déjà, à partir du moment où la personne a la volonté tu vois, il y en a qui me disent, «Bah, voilà, j'aimerais bien, plus me former». Enfin, je me rappelle, j'ai un de mes anciens collègues qui était venu me voir en me disant: «Bah, en fait, je me rends compte que je m'y connais pas grand-chose au féminisme, j'aimerais me former et cetera». Mais non, mais là, tu vois, c'est, bah, trop bien, enfin, trop bien que tu veuilles te former et cetera. Si aujourd'hui, il y a plein de choses que tu sais pas et bah, c'est pas grave, c'est OK, tu vois? Enfin, moi, j'ai une vision assez, plutôt positive, on va dire, de ça, et éviter d'être dans un truc toujours, «Oui, vous savez pas, oui, vous pouvez pas en parler» et cetera. Enfin, et en plus, tu vois, cette conversation, je l'ai beaucoup avec mon associé, parce que mon associé est un homme Mhm. et ça, tu vois, c'est une question, par exemple, il avait fait un podcast, par exemple, c'était hyper intéressant, sur, les femmes dans l'investissement, il y a un des premiers commentaires, un mec qui lui dit, «Mais en fait, génial, maintenant c'est les mecs qui parlent de ces sujets-là». Je te dis: «Mais» tu vois? Je me suis dit: «Mais waouh, on a encore beaucoup de boulot» parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est un homme qu'il peut pas en parler, Mhm. tous les jours il bosse sur le sujet. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'il s'y connaît quoi. Je pense qu'il a une Mhm. vraie légitimité. Il a parlé avec je sais pas des centaines de femmes du sujet, il a des vraies légitimités à parler du sujet. Enfin et moi je suis pas en train de me dire, «Oui, il nous prive de la parole» ou j'en sais rien. Enfin enfin, je pense qu'il faut quand même un rapport un peu sain sur le sujet quoi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué Mmh. parce que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, quand on est sur des sujets comme ça, très sociétaux, très polémiques, très clivants, etc., en fait, tu vraiment le truc de on sait plus ce qu'on a le droit de dire. On sait plus où Ouais. est-ce qu'on a le droit d'intervenir, comment on a le droit de se positionner, mais c'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes aussi, hein, sur plein de sujets. Mmh. Dès qu'une femme prend la parole, on lui dit: «Ouais, tu qui pour dire ça?» Bah, un humain qui est intéressé par le sujet, éventuellement, c'est pas évident. Je n'ai pas de bonne réponse à ça, en aucun cas. Je suis en train d'en chercher encore tous les jours. Heu, mais je trouve ça bien qu'il y ait plus d'hommes aussi qui prennent la parole là-dessus, même n'en déplaise, à certains hommes et à certaines femmes. Ça ouvre le sujet pour d'autres personnes qui n'auraient écouté qu'un homme, en fait. Mmh. Oui. Aussi réducteur soit ce que ce soit, Ouais, hein, ouais. mais Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, là où je vois qu'il y a encore, du travail sur cette vision-là, par exemple, tu sais, LinkedIn sort un Top Voice, tous les ans mmh, et cetera sur ouais. des sujets. Bah, moi, je regrette que, tu vois, encore cette année, il y a pas un seul homme dans le classement Top Voice égalité femmes-hommes. Mmh. Alors qu'il y a des hommes qui prennent la parole sur ces sujets, qui apportent des choses, enfin des vrais éléments au débat, qui sont réellement engagés, enfin autant, Mmh. voire plus. Et donc je trouve qu'avec ce type de choses, on continue à perpétuer cette idée que finalement il y a que les femmes qui peuvent, Mmh. s'engager réellement, sur ces sujets-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'en connais vraiment plein. Et enfin, je te prends juste cet exemple parce que je pense à ça dans la conversation, mais enfin, je pense qu'il faut aussi que ça change au niveau, voilà, de la représentation et Ouais. que Ouais, je des suis d'accord. instances entre guillemets, comme ça, puissent, aussi légitimer la parole des hommes qui parlent de ce sujet. Mmh mh. Complètement. Comment on fait pour que les femmes qui parlent d'investissement deviennent une norme? Je pense il y a pas longtemps d'un truc, à Caroline Jurado, Mmh. qui se faisait défoncer parce que c'est une femme qui parle de crypto et qu'elle surmaîtrise pas la technicité algorithmique derrière, parce que 99,9% de toute façon ils évitent rien, moi le premier. Mais parce que c'est une femme qui en parle, elle, on attend d'elle qu'elle sache coder une blockchain, tu vois. Alors C'est que vrai. il y a 1 million de mecs qui parlent de crypto et tout le monde s'en fout. Tu sais, comme si c'est vu que t'es une femme, tu devrais être plus légitime que les autres. Enfin, je sais pas. Et donc, elle se Mmh. fait insulter, bon, comme tous les gens sur Internet, cela dit, mais Mmh. ces insultes sont pas les mêmes, en fait. Comment on vient à bout de ce truc, quoi? Ouais, bah, je pense qu'il y a quand même un premier facteur qui est le fait est de normaliser. Normaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, faire en sorte que, beh, plus de femmes puissent prendre la parole, sur ces sujets. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est en cours, hein. Honnêtement, il Mmh. y a ce mouvement, alors, on en parlait un peu en off justement, avant, en tout cas, nous depuis 2 ans, on a quand même beaucoup de journalistes qui viennent nous parler parce qu'ils comprennent bien qu'il y a une dimension sociétale à ce qui est en train de se passer d'un point de vue, enfin sur ces sujets-là. Et il y a un mouvement qu'on appelle le financial feminism aux États-Unis, Mmh mh.
qui, clairement est arrivé, bah, nous, à peu près au moment où on s'est lancé, hein. On a été plusieurs, donc pourquoi on parle de mouvement? C'est pas parce que nous, on s'est lancé, hein, c'est parce qu'on a été plusieurs initiatives à aller sur le sujet en même temps. Ce qui montre bien, bah, c'est voilà, on est plusieurs à avoir «capté l'air du temps» entre guillemets et donc il y a quand même une lame de fond, il y a un truc qui est vraiment en train de se passer et qui est assez profond, qui va prendre du temps, bien sûr, mais rien que par ça, parce que je pense que quand même la dimension médiatique, elle est très importante, hein. Enfin, les médias peuvent normaliser un sujet, peuvent participer à rendre un sujet, bah, entre guillemets «audible», et donc là, bon voilà, tous les médias, ils vont finalement de leur papier quand même sur le sujet depuis un petit moment. Mmh. Il y a un vrai regain d'intérêt, au-delà du côté un peu, bah, tendance et cetera. Je pense que ça montre quelque chose, donc je pense qu'on est quand même dans cette enfin, on est quand même dans cette bonne direction. Après, enfin moi je suis assez réaliste, hein, sur le fait que, bah, forcément ça se fait pas en 2 jours non plus de Mmh. complètement changer, bah, l'imaginaire autour de ce monde, de cet univers et cetera. Parce que tu vois, moi je pense profondément qu'il y a aussi un sujet, on en parlait un petit peu tout à l'heure en filigrane, mais il y a aussi un sujet à changer un peu cet imaginaire des finances personnelles au sens large. Tu vois? Moi quand j'ai découvert ce monde-là, je trouvais ça très, froid, corporate, très Mmh. enfin je trouvais que ça faisait pas vraiment rêver et donc si je pense qu'il y a d'ailleurs plein d'hommes, hein, qui se retrouvent pas du tout dans cet univers-là. Nous, on a beaucoup d'hommes qui nous disent: «Mais moi, je préfère votre approche», tu vois? Nous, on a une approche qui est un peu plus, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, développement personnel financier, on remet l'individu au centre, enfin, parler de produits, mais pas que de produits. Enfin, à la fin, les Mmh. finances personnelles, c'est aussi des sujets, de vie, en fait. Enfin, c'est Ouais, des projets de surtout vie. d'ailleurs, hein. Surtout, voilà, c'est des projets de vie, enfin, il y a aussi de l'émotionnel, il y a plein d'autres dimensions au-delà d'un produit, d'un rendement, quoi et hem et donc je pense qu'il y a il y a voilà, il y a une lame de fond, mais il y a aussi un sujet à faire évoluer un peu cette approche du développement personnel en France qui est restée enfin pardon, des finances personnelles en France, qui est quand même restée très produit performance. Alors que quand tu Mmh. regardes aux États-Unis, il y a quand même une approche, enfin tu vois tout le mouvement du bien-être financier, tout ça. En fait, je suis pas en train de dire: «Attention, oui, faut parler de bien-être financier pour que les femmes s'y intéressent». Non, je suis en train juste de dire qu'il faut, un imaginaire un peu plus riche, un imaginaire un peu plus ouvert que, l'imaginaire, tel qu'il existe aujourd'hui pour que plus de personnes s'y retrouvent, en fait, tout simplement. Mmh. Mmh. Hyper intéressant. Si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à des femmes qui voudraient approcher justement le sujet de l'investissement, en dehors de venir se former chez FMK, parce que ça, de toute façon, on leur rappellera jamais assez. C'est une très bonne idée, mais si tu avais quelques conseils pour un peu dégrossir le sujet et se dire: «OK, par quel bout je l'aborde, à quoi Mmh. je réfléchis?» En tant que femme, est-ce que je vais avoir des challenges différents dans l'investissement des hommes? Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, sur ce sujet-là? Mmh. Alors, bah, déjà une première chose, je pense que je dirais, c'est de, voilà, de pas hésiter à prioriser ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un point, enfin, il y avait une étude, qui montrait un petit peu, enfin même pas l'étude parce que ça, on va dire que c'est un peu plus théorique, mais je parlais avec une conseillère de gestion de patrimoine, tu vois? Elle me disait un truc que je trouvais hyper intéressant. C'est que dans son bureau, enfin dans son cabinet, à 15 heures, elle a des hommes qui arrivent parce que, ils s'en foutent que ce soit le plein milieu de la journée. Il faut qu'ils prennent en main leurs finances personnelles. C'est quelque chose qui est très important pour eux Mmh. et ça montre vraiment un état d'esprit qui est très différent dans l'ordre des priorités qu'on accorde à ce sujet et donc il y a très peu de femmes, hein, qui prennent rendez-vous en plein milieu de la journée pour s'occuper de leurs finances personnelles et donc là-dessus, Mmh. déjà, on a un gros sujet à, changer l'ordre de priorité parce qu'il y a beaucoup de femmes finalement, le sujet finances perso, bah, c'est pour protéger leurs enfants, enfin, c'est d'abord les autres, en fait, généralement, hein. Donc, être OK avec le fait de se prioriser, être OK avec le fait de prendre du temps pour soi, à chouchouter ses finances personnelles parce qu'au final, prendre soin de ses finances personnelles, c'est prendre soin de soi. Donc déjà ça, je pense qu'il faut vraiment arrêter de culpabiliser. Après, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, bien sûr, hein. Je dis pas qu'on se Mmh. réveille un matin et on se dit: «C'est bon, je suis à l'aise avec le fait de m'occuper de mes finances personnelles». Mais ça, il y a un gros travail, généralement, c'est un bon travail à faire sur soi, hein, tu vois? Donc ça, c'est le premier pilier de se dire: «Bah, c'est OK de prendre du temps dessus». De prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, enfin d'investir sur soi, sur ce sujet-là. Ensuite, la 2e chose, c'est, nous, on parle beaucoup de la question du pourquoi financier. En fait, pourquoi tu as envie d'investir? Hem,
qu'est-ce que tu as envie de faire avec cet argent? Et comment tu vas réussir finalement à aligner ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie, donc tes projets de vie, Mmh. et tes finances personnelles. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens d'avoir, des investissements qui vont dans un sens et des projets de vie, enfin, en tout cas, des investissements qui nourrissent pas tes projets de vie. Et c'est un peu ce qui se passe généralement quand tu te retrouves à aller à la banque, on va te dire: «Ah bah, vous avez un peu d'argent à investir, pourquoi vous n'ouvrirez pas une assurance vie?» Et donc en fait, toi, tu te retrouves à contracter une assurance vie, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas bien le produit, et en fait, bon, il y a ce truc qui traîne, quoi. Globalement, c'est un peu Mmh. ça et donc le niveau de motivation à mettre de l'argent dessus, il est ras les pâquerettes. Donc cette approche-là, moi, je pense que c'est pas une approche qui est extrêmement, enfin, qui est très constructive. Donc vraiment, se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon argent?» Nous, on aime bien réfléchir autour de 3 grands projets de vie, hein, tu sais, de la logique, court terme, moyen terme, long terme. Hem Et ensuite, une fois que j'ai cette vision-là, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire avec l'argent? Avec mon argent, qu'est-ce qui me fait vibrer? Il y a aussi la question dans le pourquoi, si on veut des valeurs, hein, qu'est-ce que j'ai envie de financer avec mon argent? Ça, c'est quand même un sujet, alors qui est plus ou moins il y a une sensibilité plus ou moins forte, hein, pour les personnes. Donc ça, je dirais que c'est quand même la dimension, une dimension très importante parce qu'en fait, en faisant ça, c'est vraiment cette approche goal-based investing. Tu t'assures Ouais. finalement que tu vas, vraiment aller travailler sur des projets qui ont du sens, où tu vas rester motivé dans le long terme et tu vas pouvoir, garder une mécanique, une discipline, hein, d'investissement qui soit sur le long Mmh. terme. Et puis ensuite, bah, la dernière dimension, je dirais que c'est vraiment c'est un peu notre conversation de tout à l'heure, tu vois? C'est ce côté, à un moment donné, il faut y aller en fait. Enfin, à un Mmh. moment donné, alors bien sûr, il faut se former, alors se former soit seul, soit se faire accompagner. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de modalités. Hem, Bien sûr qu'il faut un socle de connaissances, mais il y a un moment où Heu il y a un nom pour ça, il y a un syndrome, enfin, il y a tellement de syndromes aujourd'hui, je sais plus, mais tu sais, les personnes qui vont lire, lire, lire énormément sur le sujet, devenir limite des experts, des sachants, Mmh. mais qui, en fait, ne vont jamais faire et ça, c'est vraiment, l'écueil numéro un. Donc en fait, à un moment donné, il faut faire et quitte à commencer avec des petits trucs, avec des petits invests, à commencer avec, des sommes qui nous font pas peur au départ, tu vois, Bah, surtout mensuelles. qu'aujourd'hui, même avec certains courtiers, tu peux avoir des fractions d'actions, des choses comme ça, Ouais. crypto avec 5 € tu peux commencer, bourse aussi du coup avec ces fractions-là, oui, enfin il y a plein de trucs que tu peux faire en fait avec vraiment quelques euros, quelques dizaines d'euros pour mettre les mains dedans et voir comment ça marche, quoi. Ouais, complètement et je vois ce qui avant c'était une réalité qu'il fallait quand même une certaine somme pour commencer à Ouais. investir et cetera. Aujourd'hui, on a une démocratisation alors de l'investissement, mais plus enfin, c'est un autre sujet. Je trouve que c'est une démocratisation qui se fait sans la démocratisation des connaissances. Mais il y a quand même ce mouvement de démocratisation qui fait que tu as quand même beaucoup plus d'opportunités accessibles. Hem Et donc, voilà, commencer avec des choses concrètes. Moi, je dirais ça, Mmh. je pense, dans les grandes lignes. OK, très bien. Intéressant, merci. J'ai une dernière question et après on va finir sur FMK. Si tu avais un conseil à donner au toi qui a 15 ans, Oh. qu'est-ce que tu lui dis? Bah, je pense que clairement je reviendrai sur notre conversation tout à l'heure sur l'échec, tu sais? Mmh. Parce que, en fait, c'est assez marrant, mais, pendant très longtemps, je m'étais un peu, auto-convaincue que, c'était génial, j'avais jamais échoué. En fait, j'avais cette vision, enfin, tu vois, de me dire, «Ah bah, j'ai réussi tous mes entretiens», enfin, tu vois, c'est cette vision un peu là, un peu comme ça, je sais pas, je m'étais fait cette réflexion peut-être vers 26 ans, un truc comme ça. Et en fait, après j'y ai réfléchi et je me suis dit: «En fait, c'est un vrai problème de n'avoir jamais échoué». Parce qu'en fait, au fond, quand j'ai analysé le truc, je me suis dit: «En fait, si j'ai échoué, mais j'ai échoué par défaut. En fait, c'est juste que j'ai échoué parce qu'il y a des choses que j'ai pas tentées parce que j'avais peur Mmh. de ne pas réussir». Et donc tu vois, ça passe par, des doubles diplômes que j'ai pas tentés, des jobs qui me faisaient rêver où j'ai pas tenté de postuler parce que je me disais: «Oh, je serai jamais prise». Donc en fait, j'ai toujours testé des choses où j'avais un niveau de confiance dans ma capacité à y arriver qui était quand même, voilà, sauf des choses où, bah, tu as pas le choix, hein, mais globalement, j'ai postulé à des trucs où je savais que j'avais un profil qui correspondait. Enfin, c'est vraiment notre conversation de tout à l'heure et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, franchement, ça m'a guéri de ce truc, de l'échec, hein, Mmh. vraiment, parce qu'en fait, de toute façon, tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat si tu règles pas ton problème avec l'échec parce que Ah ça voilà, je me suis dit franchement à l'instant FMK, j'étais prête à échouer, enfin vraiment et en fait, ça c'est un grand changement dans ma vie, et ça a été libérateur dans le sens où aujourd'hui, si j'avais eu cet état d'esprit plus tôt, j'aurais
tenté beaucoup plus de choses. Alors, ça va, je l'ai pas eu à ce déclic à 50 ans, mais je l'ai eu, ouais, je l'ai eu à presque 30 ans. Je regrette quand même, il y a plein de choses Mmh. que voilà. Bon, après c'est la vie, voilà, mais ouais, vraiment. Enfin, ça c'est un de mes OK, learning. intéressant. Des personnes qui voudraient en savoir plus sur Femka, où est-ce qu'elles te retrouvent? Où est-ce qu'elles doivent aller? Par quoi elles doivent commencer? Alors, bah, pour me retrouver, pour me suivre, moi je suis très active sur LinkedIn, où je parle, bah, de finances perso, mais aussi, bah, de notre sujet un peu du jour, de féminisme financier. Donc je prends beaucoup la parole sur le sujet et après, sinon, on propose pas mal de choses, pas mal de formats, pour, commencer en douceur, j'aime bien dire, chez FMK. Donc Mmh. on a une newsletter bimensuelle, par exemple, qui, bah, voilà, on va traiter à chaque fois une thématique, donc particulière avec, un angle un peu, plutôt théorique, mais quand même très concret, hein. Et puis, on propose beaucoup de webinaires, sur aussi des thèmes, assez variés, qui est une bonne manière déjà bah, d'avoir un premier niveau d'acculturation et de débuter. Mmh. Voilà, et donc Su tout ça, c'est sur le site de FMK, donc OK. fmk.fr. J'ai ma caméra qui a bugué pendant qu'on parlait. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour finir cet échange? Quelque chose que tu aimerais nous dire? Un mot de la fin, hem bah, écoute, non, je pense qu'en écho un peu à ce qu'on s'est dit, je trouve ça génial que enfin, tu vois, typiquement des initiatives, bah, comme ton podcast, je pense qu'il y a un vrai enjeu à libérer la parole sur l'argent. Il faut vraiment qu'on commence en France à dédramatiser ce sujet, parce que, je pense qu'on a une vision assez proche, mais enfin, c'est quand même un outil de libération. Aujourd'hui, je pense Mmh. que notre angle Ouais. de discussion, c'était aussi de voir que, bah, c'est un outil, très concret. On en parlait aussi avant le podcast alors d'empowerment, mais tu vois, avec les limites que ça, mais je veux dire, en tout cas, si on veut se parler d'égalité femmes-hommes, la question financière, en tout cas de mon point de vue, elle est absolument fondamentale, parce qu'en fait, je ne crois pas à une égalité, pardon, femmes-hommes sans une égalité économique. Enfin, c'est un Je suis d'accord avec pilier, toi, ouais. Bien fondamental. sûr. Enfin, donc et ça commence par la libération de la parole, parce qu'en fait, je pense que c'est un peu la conclusion de notre échange. Au fond, dans beaucoup de freins qu'on a à investir, beaucoup de freins qu'on a à prendre, en main ses finances personnelles. D'abord, c'est des freins psychologiques et parce qu'on manque de rôle modèle, parce qu'on manque de référentiels, de personnes qui vont nous inspirer, parce qu'on n'en parle toujours pas assez, quoi, globalement. Mmh. Ouais, Donc, complètement d'accord. voilà. Bah, écoute, c'est un très bon mot de la fin. Hélène, merci beaucoup pour, le temps que tu as passé avec nous, les échanges, tout ce que tu as pu nous apprendre aujourd'hui et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Oubliez pas les étoiles, les commentaires, les likes, les pouces, les trucs. Ça fait du bien à l'algorithme, comme ça on est content et comme ça on ramène plus de gens, nous. Merci Jérémy, moi c'était un plaisir, d'échanger Bah, ensemble. écoute, plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.